Champion de Division 1 en 92, champion d'Europe en 93, champion de Division 2, capitaine emblématique. On se souvient tous du triplé contre Rennes lors de sa dernière saison à l'OM. Il rejoint ensuite, il intègre l'encadrement du club, d'abord dans la communication, puis ensuite en tant que responsable de la cellule de recrutement. C'est un milieu de terrain ultra polyvalent, mais également un homme aux multiples talents que le Salon des légendes est très heureux d'accueillir aujourd'hui. Bonjour Jean-Philippe Durand. Bonjour à tous. Comment... Merci de me recevoir. C'est un grand plaisir pour nous, Marjorie. C'est vrai. Et comment vas-tu d'abord? Je vais très bien, pour le mieux. Pour le mieux? Je n'ai pas le virus, je touche du bois, tout va bien. C'est déjà pas mal si tu as été épargné. Aussi, donc, Bon, on parlera évidemment de ton actualité à la fin de l'émission, mais on va retracer l'ensemble de ta carrière. Et pour cela, je te laisse dans les mains de l'experte de Marjorie qui va te poser les questions. Tout à fait. Dans mes mains expertes, tout à fait. Bon, mais super, merci d'être là, on est vraiment ravis. Donc, 1, 2, 3, c'est parti. Tu es né à Lyon en 1960. Donc, on aimerait que tu nous parles un peu de ton enfance, de quel petit garçon tu étais, en fait. Comment étais-tu? Disons que moi, je suis né dans une famille, on était 4 enfants. Mes parents étaient tous les deux professeurs d'éducation physique. Donc, moi, j'ai trempé dans le sport depuis tout jeune. Je fais beaucoup de ski lorsque j'étais petit. Et mon père jouait aussi au football, donc... J'étais amené très vite à fréquenter les terrains, mais j'étais un garçon à la fois solitaire mais très actif. Moi, je ne tenais pas en place, que ce soit à l'école ou en dehors, j'avais toujours besoin de bouger. Moi, je vous rassure, ça n'a pas changé, même aujourd'hui, c'est pareil. On t'a attaché d'ailleurs, au siège. Mon petit garçon très actif qui était déjà dans le sport, et de par ton père, tu arrivais très vite sur les terrains. C'est bien ça? Oui, c'est ça. En fait, mon père jouait au football, je l'accompagnais tout le temps. Et en fait, j'ai connu d'autres sports à travers lui, parce que lui était quand même très ouvert à ça et surtout très volontaire. Et il s'est blessé au genou, et son médecin, une fois qu'il l'a opéré des croisés, il lui a dit pour faire une bonne rééducation, faites du vélo. Et moi, j'avais 10 ans, et donc je me suis mis à faire du vélo. J'ai fait beaucoup de vélo avec mon père. Pendant les étés, parce que bon, les professeurs, ils ont quand même beaucoup de vacances. Et nous, les vacances, c'était 2 mois en dehors, et on faisait beaucoup d'activités, de la marche et du vélo. Et donc, tout jeune, j'ai fait énormément de vélo. Et j'ai grimpé tous les cols de France à l'époque. Je pense que ça m'a beaucoup aidé dans ma carrière aussi, parce que, à la fois pour se forger mentalement, au niveau du cœur, au niveau des cuisses. Un petit peu des cuisses aussi, même si j'étais... un peu fifrelet à l'époque, mais c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé par la suite. Oui. Et tu as repris le vélo en fin de carrière ou tu es passé à autre chose? Disons que lorsque j'ai arrêté ma carrière, comme j'aimais courir, j'ai fait des marathons. J'ai commencé à avoir mal au genou, donc j'ai arrêté complètement depuis 5-6 ans de courir, et maintenant je fais beaucoup de vélo, mais plutôt du VTT que du vélo de route. D'accord. Parce qu'on a une région qui est magnifique pour ça. C'est vrai aussi. C'est le cas de le dire. Toulouse-Fontaine, c'est ton premier club. À quel âge tu l'intègres? Alors c'est particulier comme situation, parce qu'en fait moi je suis à Lyon. Je joue à l'Olympique Lyonnais pendant 8 saisons, de 12 ans à 19 ans. Et à 19 ans, en fait, j'étais étudiant. Comme je n'ai pas fait de centre de formation, je poursuivais mes études. J'étais en fac à Lyon. Et à ce moment-là, je jouais en équipe réserve. Et les responsables du club, qui étaient Aimé Jacquet, l'entraîneur des pros, et José Broissard, le responsable du centre de formation, me disent « Bon, il n'y a pas de place pour toi chez nous, on va privilégier des plus jeunes qui sont au centre. Donc ça serait bien que tu trouves autre chose. » Et moi, à ce moment-là, pour moi, le foot, je le ferme. Je pars à Toulouse, parce qu'en fait, à Toulouse, il y avait un cursus universitaire qui m'intéressait. Et donc je suis parti faire une maîtrise de physique à Toulouse. Mais je ne jouais pas en club à ce moment-là. Je jouais avec l'université pendant quasiment une saison. Et en fait, dans mon équipe universitaire, il y avait un copain qui jouait au Toulouse-Fontaine. Et comme à l'époque, on n'avait pas le temps de s'entraîner parce qu'on était tout le temps en cours, il me dit « Ah, si tu veux, le soir, on s'entraîne, viens. » Et en fait, je suis allé m'entraîner avec eux. Et au bout de 2 entraînements, l'entraîneur a dit « Tu ne peux pas signer une licence chez nous ?» Mais il devait rester 3 mois dans la saison, quoi. J'ai dit « Ah oui, moi je veux bien, c'était sympa, c'était un club familial, c'était un peu le handoum local, quoi. » Bien sûr. Et donc j'ai signé au Toulouse-Fontaine Club, qui jouait à l'époque en 4e division. Et dans ce laps de temps, on joue contre la réserve du Toulouse Football Club.
Et à la fin de ce match, l'entraîneur d'en face, il vient me voir et me dit « Tu veux pas venir chez nous ?» Parce que Toulouse était un club pro, mais au niveau des réserves, il n'y avait pas de centre de formation à Toulouse, il n'y avait rien. C'était un club qui était très très jeune. Il m'a dit « On a besoin de joueurs pour encadrer un peu notre équipe réserve. » Donc moi j'ai dit « Oui, il n'y a pas de problème. » Et j'étais toujours amateur et je continuais mes études parce que j'avais ma 4e année de maîtrise à faire. Donc je me suis retrouvé au Toulouse Fontaine Club Football Club pour jouer avec la réserve. Alors tu étais en 3e division. Et on était en 3e division. Et puis en fait, au bout d'un mois, il y a eu pas mal de blessés en équipe pro. Toutes les semaines, le mercredi matin, l'entraîneur qui était Pierre Cahuzac à l'époque faisait un match réserve contre professionnel. Donc moi, les cours du mercredi, je les faisais sauter pour les rattraper après, pour aller faire cet entraînement-là, parce que les autres, je ne les faisais jamais. Ouais. Et puis un jour, Cahuzac m'a dit « Bon, samedi, tu viens avec nous, avec les pros. » Donc j'ai fait quelques apparitions jusqu'à fin de l'année. Et en fait, à partir de janvier, on a fait un stage et après, j'ai fait tous les matchs. D'accord. Jusqu'à la fin de la saison. C'est un parcours atypique quand même, hein, c'est vrai. Atypique, mais vraiment, pour moi, c'était génial. Hein. J'avais une vie d'étudiant. Je ne m'entraînais même pas. Je jouais avec l'université. Des fois, on jouait le samedi avec les pros, en 2e division à l'époque. D'ailleurs, j'ai Marseille, je pense, peut-être. Et moi, le dimanche, je partais au ski avec mes copains dans les Pyrénées. On partait à 7h en voiture. Ouais, chose qu'un pro ne peut même pas imaginer. Voilà, donc, incroyable. Mais en fait, j'ai eu cette chance qui m'a donné après énormément de recul sur la carrière, sur l'évolution des matchs et surtout de ne pas mettre énormément de pression lorsque j'avais des matchs importants. Donc cette période a été très importante pour moi en fait. À quel moment ils t'ont fait signer ton contrat pro ? Dès que tu es arrivé au FC Toulouse ? Non, j'ai fait 1 an amateur. Et ensuite, lorsqu'on était amateur, on ne pouvait pas signer pro. Donc j'ai fait 1 an stagiaire. Et donc j'ai signé pro, j'avais presque 23 ans en fait. Ouais. Ça paraît tard, alors que bon, pas spécialement quand même. Quand on compare avec aujourd'hui, c'est des contrats pro à 16 ans, 17 ans, 18 ans. Comment tu peux expliquer d'ailleurs qu'on puisse signer aussitôt aujourd'hui ? Pourquoi ça marche comme ça maintenant ? Ça marche comme ça, d'une part parce qu'il y a énormément de concurrence et d'autre part parce que les lois ont changé. Avec l'arrêt Bosman, l'ouverture de la communauté européenne et la libre circulation des travailleurs, à 16 ans, un gamin il peut signer dans un autre pays. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, les clubs ils essayent de verrouiller au plus tôt leurs jeunes joueurs. À l'époque, les jeunes joueurs, ils signaient pro à 20 ans, 21 ans. Et encore, on disait c'est jeune, parce que la période stagiaire, elle durait quand même un certain temps. Mais c'est vrai que le système a énormément évolué, énormément changé. Et des parcours comme les miens sont vraiment atypiques. C'est vrai qu'il y a eu quelques joueurs comme moi, parce qu'à l'époque, on était 2. Il y avait Jean-Luc Sassus aussi, qui était avec moi à Toulouse, qui était étudiant aussi. On avait vraiment des parcours un peu différents, quoi. D'accord. Donc ensuite, tu t'imposes au TFC. Et en 1987, alors que Toulouse joue l'UEFA, vous sortez l'équipe de Naples, mais l'équipe quand même de Diego Maradona. C'est quand même incroyable. Événement pour le football français à l'époque quand même. Ah ouais, mais même pour tout le monde, quoi. Je veux dire, nous, déjà quand on a vu le tirage au sort, on a dit bon, fabuleux. Dommage. Dommage, mais c'est sympa. Et ça se transforme en... C'est sympa de participer. Non, mais incroyable. Surtout, pour le club, c'est le premier match européen de son histoire. Et le premier match européen, il se joue à Naples. Et c'est vrai que nous, on arrive là-bas, c'est un autre monde, quoi. Parce que déjà, Maradona, c'est un dieu. Ah oui, la ville, elle est en ébullition complète. Nous, on avait un hôtel à l'autre bout de la ville pour aller au stade pour jouer le match. On a mis 2 heures. Et on s'est fait insulter, caillasser. On s'est dit, mais c'est quoi ce truc, quoi. Le stade, c'était San Siro, il devait y avoir 90 000 personnes à l'époque. Non, San Paolo, il s'appelle, je crois. San Paolo. Mais les fumigènes étaient autorisés, quoi. Et donc, au moment où on rentre sur le terrain pour jouer le match, on ne pouvait pas jouer, quoi. On voit plus rien. En plus, Maradona, lui, il ne vient même pas s'échauffer. On le voit apparaître juste à la fin, mais c'est le dieu, quoi. Oui, c'est le dieu. Et nous, on est là à côté, on se sent vraiment petit, quoi. Ouais. Incroyable. Mais par contre, c'est une expérience super. Le match retour a été magnifique. Parce que nous, à l'époque, on avait une équipe assez jeune, mais avec beaucoup de qualité. Et finalement, on s'est décomplexé avec ce match aller en disant c'est possible, on peut jouer, parce qu'on avait perdu 1-0, mais on s'est dit pourquoi pas. Il y a peut-être quelque chose à faire, ouais. Ce match retour assez incroyable. Tu étais au marquage de Diego ou pas ? Non. Non, tu jouais plus relayeur à l'époque. Ouais. Parce qu'il y avait Gérald Passy aussi avec toi, je crois. Ouais, Gérald. Ouais, tout à fait. Ouais. Quel match. Et vous n'avez pas eu peur lorsque vous les avez sortis ?
Non, pas du tout. Bon, après, là, c'était à Toulouse, donc ça, il valait mieux d'ailleurs. Oui, mais même... Non, au match aller, je parle. Oui. Non, au match aller, c'était un peu tendu. Mais après, au match. Nous, on a mis un peu tout ce qu'on avait dans le ventre dans ce match. Et puis finalement, on s'est dit qu'on n'est pas si ridicule, on est capable de faire des choses intéressantes. Et donc, ça nous a décomplexés pour le match retour, ça c'est sûr. Ensuite, 1988, tu deviens international donc français. Mais malheureusement, c'est une période difficile pour les Bleus parce que pas de Coupe du Monde en 90. Ni 94, alors que c'était une génération incroyable en plus. C'était une belle génération en plus. Non, on avait une belle équipe. C'est vrai que notamment la période 90-92, c'est Michel Platini qui est le sélectionneur. Il avait fait un groupe assez resserré parce qu'en fait, il faisait peu évoluer son groupe. Donc on se connaissait très très bien. C'est vrai qu'il y avait une majorité de Marseillais dans l'équipe. Donc mentalement, c'est une équipe assez solide. On avait fait un très bon parcours pour aller jusqu'au championnat d'Europe. Je crois, en 92, oui, avec des victoires contre l'Espagne notamment. Et puis au championnat d'Europe, ça ne joue à pas grand-chose. C'est vrai qu'on se fait éliminer par le Danemark, qui gagne après la compétition, alors qu'eux ne devaient même pas participer. Oui, tout à fait. Ouais. C'était une belle histoire pour le Danemark, pour le coup. Oui, non, tout à fait. Mais bon, c'est vrai qu'on s'est loupé sur cette phase finale. Et malheureusement, il n'y a pas eu non plus de Coupe du Monde 2 ans après. Donc, c'est peut-être un petit manque dans ta carrière. C'est vrai que de ne pas avoir pu jouer cette compétition majeure. Oui, c'est vrai que pour moi, ça aurait été vraiment quelque chose d'énorme. Le Graal. Mais moi, j'ai toujours considéré que ma carrière, c'était du bonus pour moi. Donc, tout ce que j'ai connu, pour moi, c'était mieux que rien. C'était magique. Et puis, c'était vraiment atypique, le démarrage. J'ai pas de regrets. Et puis surtout, j'ai une capacité à retenir que les bons moments qui fait que, finalement, je suis content. Et à tourner les pages rapidement aussi. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, tu as certaines qualités, on le sait, faculté d'adaptation, aisance technique, qui te permettent de passer des caps dans certains clubs, dont Bordeaux, mais surtout l'Olympique de Marseille, donc en 1991, pour une période vraiment magique. Donc tu vas nous expliquer tout ça. Déjà, comment ça se passe? Qui vient te chercher pour à l'OM? En fait, moi je suis à Bordeaux. Ça se passe pas super bien à Bordeaux en plus. Si, la première année, on est vice-champion, on joue bien, et puis en fait, Bez n'accepte pas d'avoir perdu le titre face à Tapi. Donc, entre guillemets, il pète un peu un câble et il veut changer toute l'équipe, ou moitié de l'équipe. Et la deuxième saison, c'est plus difficile. Raymond Goethals, qui était notre coach, s'en va. C'est Gérard Gilly qui arrive. Enfin, c'est une période un peu compliquée. Et le club, à la fin de la saison, il est relégué administrativement parce que le club est en dépôt de bilan. Donc, moi, je suis libre et je veux partir. Et en fait, normalement, à ce moment-là, le club avec qui je suis en contact, c'est Paris Saint-Germain de Canal+, avec Michel Denisot, et l'entraîneur, c'est Arthur Georges, qui voulait absolument que j'aille chez eux. Mais avec Denisot, on n'arrive pas à s'entendre sur le contrat pour des détails. Et finalement, ça traîne, jusqu'au moment où Tapi, en fait... intervient. Il intervient dans le sens où il envoie 3 joueurs de Marseille. Je me rappelle plus qui il y avait. Bruno Germain. Bruno Germain, il y avait qui partent pour Angloma, je crois, puisqu'il y a Angloma. Voilà, c'est ça. Ouais. Il échange Angloma contre 3 joueurs. Enfin bon. Et à ce moment-là, il recherche des joueurs. Et donc moi, je suis contacté. Et donc je monte à Paris, je vois Bernard Tapie. En un quart d'heure, l'affaire elle est réglée. Et je signe à Marseille, quoi. Ça va très vite avec Bernard Tapie en règle générale. Donc ensuite, tu deviens champion de France 1992, champion d'Europe 1993. Et quels sont tes plus grands souvenirs de cette période? Si tu peux nous en citer et puis nous expliquer tes ressentis. Les grands souvenirs, c'est forcément la victoire en Coupe d'Europe, c'est forcément l'OM PSG 3 jours après, parce que là, on a vécu quelque chose d'extraordinaire, à la fois dans le stade, sur le terrain, en dehors, c'était vraiment magique. Vous aviez la gueule de bois à ce moment-là sur le match parce que vous ayez... Plus ou moins. Ouais. Après, bon, on a un peu fait la fête à Munich, mais pas tant que ça. Pas tant que ça, un petit peu. Bon, après, c'est vrai qu'on a vraiment joué le match sur la lancée. C'était incroyable. Et avec l'énergie qui était la nôtre, mais c'est vrai que le scénario du match, l'ambiance qu'il y avait dans ce match contre Paris, c'est... À la limite, pour moi, c'est même plus fort que Munich, quoi. Je sais pas pourquoi. Parce que c'était peut-être plus tendu, plus Munich, on a senti pendant tout le match, c'était 90 minutes où vraiment il y avait une tension extrême sur le terrain quand même. Défendre. Oui, mais c'était pas le Vélodrome, c'était une autre atmosphère, même si le stade est là-bas à Munich, il était magnifique, parce que ce côté bleu et blanc, ce côté rouge et noir de l'autre côté, c'était comme un grand théâtre en fait. Alors que le Vélodrome, c'était quand même beaucoup plus chaud, c'était beaucoup plus
Voilà, après le scénario, les buts, c'était vraiment un truc... Tu t'amuses littéralement sur le but de Basile. On fait des trucs pas mal. C'est pas mal quand même, sympa, c'est joli. Ouais. Je pense que si on réessaye, on n'y arrive pas à le faire. Je pense que même en réessayant, en voulant le faire exprès, c'est sûr que c'est difficile de le refaire. Et ensuite, on enchaîne avec l'affaire OM20, qui coûte une rétrogradation... rétrogradation en Ligue 2. Mais tu restes fidèle au club, avec un certain Barthez et un certain Casoni. Oui, c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est une période un peu compliquée. On se retrouve dans l'œil du cyclone, surtout le président, parce que c'est quand même lui qui a tout pris dans la tête. Mais on se retrouve aussi dans une situation où on a un soutien populaire qui est énorme, en fait. Parce qu'il y a une forme d'injustice vis-à-vis des joueurs que nous, on ressent. Parce qu'on nous dit, vous ne jouerez pas la Coupe d'Europe, vous êtes rétrogradés. On vous prive du titre. C'est quand même pénalisant, je dirais, sportivement pour nous, qui est l'essence un petit peu de notre métier à ce moment-là. Mais par exemple, on part en stage, on va à Font-Romeu, on reçoit le soutien de gens. Moi, ensuite, lorsque j'ai arrêté de jouer et que j'étais à la communication, j'ai rencontré des clubs supporters de Rennes, de Lille. Et les gens ils m'expliquaient, nous, on a créé notre club supporter au moment où le club a été rétrogradé. Parce qu'on s'est dit, c'est à ce moment-là qu'il faut soutenir le club. Tout à fait. Et là, on se dit, mais c'est quand même fort, ça. C'est magnifique. Parce que soutenir un club quand il est champion d'Europe... c'est plus facile. Voilà, c'est aisé, mais soutenir quand il est en difficulté. Et puis finalement, moi, je n'ai pas du tout regretté d'être resté au club, parce que c'est vrai que j'avais un attachement très fort à ce club, même si au départ, je suis lyonnais, je suis monsieur Brun, je suis pas quelqu'un de très expansif, je suis pas, je dirais, marseillais dans l'âme, comme peuvent être les gens, mais comme je disais tout à l'heure, j'ai une capacité d'adaptation et finalement je me sentais très bien dans ce club et je me sentais pas... pourtant j'ai eu des contacts, il y a Arsène Wenger qui était à Monaco, qui m'a demandé de venir, mais bon, moi j'étais très bien ici, j'avais envie de rester et je sentais que le club n'allait pas rester là, qu'on allait remonter rapidement. Ça s'est fait en 2 temps parce qu'il y a eu d'autres difficultés, mais j'ai eu la chance de finir ma carrière ici à Marseille en première division. Donc j'étais très content de mon choix à ce moment-là et surtout très fier de pouvoir être le capitaine de l'équipe qui va aider ce club à remonter en première division. Et c'est marrant parce qu'il y a aussi ce sentiment-là chez les supporters, comme tu le décris, c'est-à-dire que les gens qui ont créé leur association de soutien à ce moment-là, mais nous on se souvient de ces 2 années quand même toujours avec un pincement, et quand on en parle aux acteurs, il y a toujours quand même ces 2 années qui resteront particulières, c'est les 2 années de Ligue 2. Le stade c'était une ambiance particulière, mais il y avait une superbe ambiance, une équipe aussi de battants, de charognards. Sur le terrain, ça se battait avec des Marcel Dib, des Cascarino, etc. Et on a tous un souvenir affectif avec de cette période-là. Ouais, mais c'est marrant parce qu'à ce moment-là, nous, on sort de la Coupe d'Europe, le grand OM, et on se retrouve en 2e division. On va jouer à Saint-Brieuc, à Charleville-Mézières. On a l'impression de faire la tournée champêtre de la promotion du football de 2e division. Moi, je me rappelle, le premier match, on va à Saint-Brieuc, et on perd, ou le 2e match. Mais l'adversaire, avant le match, il vient de faire signer un autographe, quoi. Et c'est ton adversaire, quoi. C'est ça. Et on sort pour s'échauffer. Les gens, ils mangeaient les merguez saucisses. Stade amateur, quoi. Voilà, comme un stade amateur, quoi. Et, on venait de jouer à Munich, quoi. C'était fou. un peu... Mais par contre, au sein de notre équipe, c'est vrai qu'on avait... à l'époque, on avait un milieu de terrain de 110 ans ou 120 ans avec Marcel Dib et Michel Delors. Mais nous, les 3, on était ceux qui courions le plus dans l'équipe. Et c'est vrai qu'autour, on avait des jeunes et eux, ils étaient obligés de suivre. Parce que nous, les anciens, on les amenait, on avait l'expérience, on avait l'envie, et donc les Marquet, je ne sais plus qui, Jambet, tout ça, Marc Libra, ils se sont mis dans le... Et c'est vrai qu'on avait une équipe, finalement, qui était très joueuse, qui était très, très spectaculaire. Et c'est vrai qu'on a fait une belle promotion de la 2e division pendant des années. Jusqu'à la campagne européenne aussi, où c'est vrai que tu vois émerger des talents, des jeunes talents marseillais comme Assuar, comme Echouafni à l'époque aussi. Tout à fait. Et vous êtes là pour les encadrer, mais la mayonnaise, elle prend. C'est ça aussi qui est surprenant, parce que c'est pas aussi simple à réaliser que ça. Quand on sait que la division 2, à l'époque, c'est dur. C'est dur pour moi. C'est très dur. Et surtout, je pense que c'est surtout grâce à ces joueurs de caractère que l'on était, mais on avait cette capacité à aider les jeunes, à communiquer avec eux et surtout à les rassurer. Moi, je me rappelle, Amada Jambet, un de ses premiers matchs qu'il fait, il avait raté 2 passes peut-être
À la fin du match, il était en pleurs. Il disait, mais non, ma carrière est finie. J'ai raté ci. Mais c'est pas grave. Madame. C'est l'expérience qui construit. Samedi, il y a un autre match, mais ça arrive à tout le monde. Tu crois que nous, on ratait pas des passes sûr. au début. Même maintenant, on en rate encore. Ça arrive à tout le monde. Donc voilà, lève la tête, c'est rien. Et c'est des petites choses comme ça qui font qu'après, chacun progresse. Et c'est vrai que notre équipe était forte. Et c'est vrai qu'on a fait une campagne en Coupe d'Europe sympa, mais aussi les 2 années, on a fini demi-finaliste de la Coupe de France, en éliminant pas mal d'équipes de première division, parce qu'on avait à la fois la qualité, mais aussi le caractère pour faire des vrais matchs de coupe au moment où il fallait. Du caractère, c'est je crois qui résonne le plus cette équipe et cette période-là. Pour revenir à cette remontée en 96, est-ce que tu as le sentiment d'avoir accompli ton devoir en tant que joueur, le fait d'être resté fidèle au club, d'être resté avec Barthez et Casani, parce que c'est quand même, vous avez assuré le maintien du club. C'est pas rien. Oui, bien sûr. Après, moi, c'est un devoir. J'ai toujours aimé le football, j'ai toujours été passionné par le football, donc à la limite, première division, deuxième division, peu importe. Moi, j'étais content d'aller m'entraîner tous les jours, j'étais content évidemment de porter le club, le maillot de l'Olympique de Marseille. Mais j'avais aussi un esprit de gagneur, j'avais toujours envie de gagner, donc la fierté, bien sûr, elle y était, mais surtout la capacité de cet Olympique de Marseille à renaître, parce qu'en fait, tout le monde enterrait le club à ce moment-là, mais on sentait bien que derrière, ça poussait, qu'il y avait une capacité à revenir. C'était un challenge. Et voilà, complètement. Mais on savait qu'on pouvait l'assumer, mais ça a quand même été très difficile, parce que la deuxième saison où on est rétrogradé une deuxième fois, là, c'était complètement aberrant, parce qu'on finit premier de championnat. On doit monter, en fait, on est rétrogradé, je ne sais plus pourquoi. De nouveau, pareil, pour des décisions, on va dire, extra-sportives. Et là, par contre, psychologiquement, ça a été très compliqué, la remise en route, parce que comme tu l'as dit, la deuxième division, c'est compliqué. L'OM qui joue à l'extérieur, c'est des matchs toujours très tendus. Les terrains étaient des fois bien pourris, donc il fallait aussi se battre. Et c'est vrai que la deuxième saison a peut-être été moins valorisé sportivement, mais psychologiquement, elle était beaucoup plus dure. Beaucoup plus dur, oui. Vous finissez vice-champion de Ligue 2 pour la remontée, derrière Caen, je crois. Et c'est vrai que c'était beaucoup plus difficile moralement de repartir dans ces conditions-là. Non, tout à fait. Bon, tu finis quand même sur un rôle de capitaine, avec une belle remontée, donc ce qui veut dire sacré mental à toi et ton équipe de l'époque. C'est ça qu'il faut retenir, c'est magnifique. En fait, c'est cette faculté que tu as eue toute ta carrière, en fait, à t'imposer naturellement, tout de suite, comme c'est ton aisance technique. Ça, c'est ce que nous ont décrit tes collègues de l'époque. Moi, quand j'en discutais avec Olivier Chouafny, il me disait ce qui était impressionnant chez Jean-Philippe, c'était son aisance technique. Mais c'est surtout que tu n'avais pas besoin de forcer, en fait, pour t'imposer, que ce soit à Bordeaux, à Marseille. Les challenges, en fait, tu les as relevés... En apparence, mais je faisais beaucoup d'efforts. Il y avait du boulot derrière. C'était autre chose. Oui. Non, parce qu'à la base, moi, pourquoi, par exemple, à Lyon, Aimé Jacquet et Brossard, ils me disent on ne te prend pas. Parce qu'à l'époque, moi, j'ai 19 ans, et ils me regardent physiquement. Je ne suis pas très costaud, je ne suis pas très rapide, je ne suis pas puissant. Voilà, je n'ai pas de qualité hors norme. J'avais une grosse qualité, moi, c'était la capacité à courir énormément. Voilà, j'ai été très endurant, j'ai capacité à répéter les efforts. Mais après, j'ai construit ma carrière, justement, avec, évidemment, un travail sur la partie technique, mais aussi sur la partie intelligence de jeu, anticipation, et capacité à courir, à répéter les efforts et à faire des matchs tous les 3 jours. Donc ça paraît de l'aisance, mais c'est quand même beaucoup de travail beaucoup d'investissements qui font qu'on arrive justement à sortir. Parce que c'est vrai, moi, quand je suis arrivé ici à l'Olympique de Marseille, j'étais dans l'équipe, mais pas toujours titulaire au début, parce qu'il y avait quand même une énorme concurrence dans ce club. Mais j'avais aussi la chance d'être un peu polyvalent, donc des fois je jouais au milieu, des fois je jouais arrière droit. D'ailleurs, j'ai fait tous les postes dans tous les clubs où je suis passé, à part garder un but et avant-centre, j'ai joué à tous les postes. À tous les postes possibles. Numéro 10, très souvent. Quand j'étais jeune, je jouais milieu offensif, des fois sur le côté. Mais bon, c'est... ça t'a réussi, ça t'a plutôt réussi. Est-ce qu'il n'y a pas un regret dans ce paysage, avant qu'on attaque sur les autres questions, un léger regret, c'est peut-être une aventure à l'étranger ? Est-ce que ça s'est présenté ? Alors, c'était beaucoup plus rare à l'époque que maintenant. Oui, c'était plus rare. Ouais. Alors, ça s'est présenté une fois, mais je n'arrive plus à situer exactement l'époque. C'était un club espagnol, c'était le Valence FC.
Mais à cette époque, il n'y avait pas encore l'arrêt Bosman. Et à part les grands clubs à l'étranger, les autres clubs, ils n'étaient pas meilleurs que ce qu'on avait en France. Et moi, à l'époque, je jouais à Bordeaux et Marseille, c'était les meilleurs clubs en France. Donc, je ne voyais pas l'intérêt d'aller à l'étranger, alors que sportivement, je pense que j'y aurais perdu, plutôt que rester en France à l'époque. Bon, aujourd'hui, le football a changé, c'est vrai que c'est complètement différent, mais bon, moi, à cette époque, ce n'était pas une priorité ou ce n'était pas une envie, quoi. D'accord. Déjà d'être à l'Olympique de Marseille, faire un club comme tel en France, c'était le énorme. club d'Europe. Oui, et surtout avec les ambitions qui étaient celles de France, mais d'Europe, tout à fait. Du club à l'époque. Alors, tu as vécu des moments extraordinaires, des événements fantastiques, heureux, mais aussi, malheureusement, des événements tragiques, comme Fouriane à Bastia. Oui, on parlait des regrets, ça fait partie un peu des regrets. C'est vrai que c'était dramatique dans le sens où nous, on était les acteurs de ce théâtre qui, finalement, s'est terminé en tragédie. Ouais. Catastrophe. Après, la façon dont nous, on l'a vécu, nous, déjà, on arrive au stade. Le bus se gare au pied de cette tribune. Donc, nous, on essaye de sortir du bus, parce qu'on se fait canarder par les fous furieux qui étaient en haut de cette tribune, comme des fous, quoi. Donc, nous, un par un, on sort avec un CRS et un bouclier pour aller jusqu'au... Et c'est vrai que les gens là-haut, ils étaient en folie. Ça secouait. Et au moment où la tragédie se passe, nous, on est dans le couloir pour sortir, pour aller jouer, quoi. Et on nous dit, non, mais il y a une partie de la tribune qui est tombée, ou il y a une tribune qui s'est effondrée. Et en fait, nous, on sort sur le terrain, mais lorsqu'on regarde la tribune, on ne voit rien, en fait. Ouais, vous ne réalisez pas tout de suite. Parce que la tribune, elle faisait, je ne sais pas, il devait y avoir 100 ou 150 rangées. Il y en avait 10 ou 15 qui sont tombées. Donc, en fait, il y avait juste la tête, mais nous, on ne voyait pas la différence, en fait. Il y avait autant de monde. Mais c'est après, en passant derrière, qu'on a vu cet amas de personnes. Et c'est vrai que c'était horrible, parce qu'après, les gens, ils couraient partout. Déjà, les gens, ils voulaient venir sur le terrain, mais il y avait la barrière. Donc il fallait découper la barrière. Non, c'était dramatique. Et c'est vrai qu'après, tous les blessés, ils les amenaient sur le terrain. Bon, enfin, c'est des trucs qu'on n'a pas envie de vivre. Et surtout, c'est vrai que lorsqu'on rapporte le football dans le monde d'aujourd'hui, on se dit... les gens ils sont prêts à tout, à faire des folies pour le football, alors que quelque part ça ne le mérite pas, quoi, je veux dire. Oui, bien sûr. Mais ils voulaient mettre tellement de gens dans ce stade, ils ont voulu faire très vite, ils ont voulu faire plaisir. Parce que moi j'ai des copains en Corse, ils m'ont dit, nous on voulait voir le match, on n'a pas pu, il n'y avait pas de place, il n'y avait pas de billets. Bien sûr, il y avait une demande telle qu'ils ont voulu... S'ils avaient fait un stade de 200 000 places, il y avait 200 000 personnes qui auraient été au stade, quoi. C'est sûr. Bon, après, c'est vrai que Bastia, à l'époque, était en 2e division. Nous, Marseille, on était au top du top. Donc, c'était quand même, pour l'île de Beauté, c'était un événement incroyable. Immanquable. Quoi. Et c'est marrant parce que, enfin, c'est marrant, je ne vais pas dire c'est marrant, mais chaque fois que je suis retourné à Bastia et tout ça, je suis toujours passé devant la stèle qui est devant le stade. Commémorative, oui, bien sûr. De toute façon, tous les joueurs, tous les acteurs qui ont vécu ça sont marqués à vie, évidemment, par les images qu'ils ont vues et c'est ce qu'ils ont pu ressentir à ce moment-là. C'est le cas de tous les joueurs qu'on a pu interroger à ce sujet. Tout à fait. Mais comme tu dis, malheureusement, les profits parfois mènent à des folies. Oui. Il faut juste retenir les leçons. C'est ça. Catastrophe. Ça ne se reproduise jamais, surtout. Est-ce que tu te souviens de ton dernier match? Est-ce que tu peux nous en parler? Une horreur. Une horreur. Oh là là, c'est-à-dire? Non, mon dernier match pro, c'était à Lyon, on a perdu 8-0. C'était un truc. Ah oui. C'est vrai, on se souvient de ce match-là. Par contre, je ne me souvenais pas que c'était ton dernier. C'était terrible ce jour-là. Ouais. Enfin, pourquoi? En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, mon premier match en première division, c'était avec Toulouse à Auxerre, on a perdu 5-1. Et mon dernier match, c'était à Lyon, on a perdu 8-0. Bon, après le match, c'était le dernier match de la saison. C'est vrai que nous, on ne jouait pas grand-chose. Mais Lyon, ils étaient sur un nuage. Franchement, chaque fois qu'ils attaquaient, ils marquaient un but. Bon, après, ils avaient Julie, Florian Maurice, je ne sais plus qui devant. C'était une jolie équipe, Mais voilà, c'était en fait, je crois qu'en un quart d'heure, on a dû prendre 3 ou 4 buts. C'était incroyable. Après, moi, j'ai été très blessé par ce match. Au-delà du résultat et tout ça, c'est surtout par les commentaires, les ressentis, en disant « Ouais, de toute façon, ils ont donné le match, ils n'ont pas voulu jouer, ceci, cela. » Moi, ça m'a vraiment choqué, ça, parce que moi,
Pour moi, donner un match, ça n'existe pas, c'est impossible. Moi, le football, ça reste le football, c'est toujours une passion. D'ailleurs, j'ai arrêté après ce match-là, pas à cause de ce match, parce que j'ai arrêté ma carrière à ce moment-là. Et j'ai continué à jouer longtemps, j'ai créé l'OM Star Club derrière et j'ai continué à jouer parce que moi j'aimais le jeu et j'aimais jouer. Donc qu'on ait pu dire que nous on avait donné le match et tout ça, moi ça m'a vraiment... voilà, ça m'a marqué et j'ai pas du tout apprécié. Et au-delà de ça, ce qui a été encore plus difficile pour moi, c'est que le club a sanctionné les joueurs financièrement en disant vous n'avez pas fait votre match, on va vous faire une retenue sur salaire. Bon, ça, je sais que c'était de la com aussi vis-à-vis des gens de l'extérieur. Le sentiment des supporters, c'était ça, ce que tu décris, c'est-à-dire de dire ils ont lâché, alors pour quelle raison, on ne savait pas. C'est pour ça que je t'ai dit pourquoi, parce que c'est vrai que sur le coup, on se dit ils étaient déjà en vacances, comme ça peut arriver dans certains clubs en fin de championnat. On n'était pas en vacances, mais c'est toujours pareil dans le football. Les matchs sont compliqués, difficiles. Et lorsqu'on ne met pas 100% de son engagement, des fois on ne met que 90% ou 95% pour différentes raisons. Hein. Oui, bien sûr. On est fatigué, ou psychologiquement on est moins bien, ou il y a eu un gros match 3 jours avant, et là, l'adversaire, d'un seul coup, il est à 110, 120%. Et il y a quelques années avant, Bordeaux, ils en avaient pris 9 à Monaco. On se souvient. Ouais, et pourtant, ils avaient la grosse équipe, et pourtant ils ont explosé, parce que Monaco, ils étaient sur un nuage ce jour-là. Sur un nuage. Ben, à Lyon, c'était pareil. Je crois qu'à la mi-temps, il y avait 7-0. Mais c'était un truc de fou, quoi. Mais voilà. C'était pas une histoire de lâcher l'entraîneur ou de quoi que ce soit. Absolument pas. Non, c'était pas du tout ce genre de considération. Quand tu repenses à ta carrière pro, qu'est-ce qui te manque le plus? Parce qu'on nous a parlé des bruits des crampons dans les vestiaires, de l'arrivée dans le couloir avant d'entrer sur le terrain. Toi, c'est quoi qui te manque le plus, qui te donne le plus des frissons, qui, à la fois qui te rend nostalgique, qui puisse te mettre les larmes aux yeux peut-être? Non, je ne suis pas nostalgique parce que je pense que j'ai eu la chance d'être professionnel, de jouer en professionnel pendant 16 saisons. Bon, ce qui est quand même pas mal, je pense que j'en ai bien pris. J'ai eu la chance et toujours d'ailleurs, d'être plutôt en bonne santé, de pouvoir continuer à faire du sport, ce qui n'est pas le cas de tous mes partenaires. Donc, je me considère toujours comme un privilégié, donc moi, j'ai pas de regrets. Je suis conscient d'avoir eu énormément de chance dans ma vie, aujourd'hui encore, parce que le football, en tant que joueur, et le football après, m'a aussi beaucoup apporté, m'a permis de voyager beaucoup, de rencontrer beaucoup de gens. Donc moi, je suis très heureux avec ça et j'ai pas de regrets. Ton plus beau souvenir, carrière pro? Je sais pas. Un moment, un match? Ça sera au MPSG du 29 mai. Oui, 93. Voilà. 93, ouais. Victoire 3, magnifique. Okay. Ça reste un moment extraordinaire pour nous aussi, en tant que supporters. Bien sûr. Ouais, on en parle souvent et c'est vrai que pour revenir au foot et au monde, j'ai rencontré des supporters qui m'ont dit c'est le plus beau jour de ma vie, c'est le plus beau jour de ma Incroyable. vie. Même quand ma fille est née, c'était pas aussi beau. Et là, tu te dis... Ouais, c'est... quand même... on a fait un truc. Bon, c'est que du foot. On a marqué l'histoire et le cœur des gens. Mais voilà, les gens, c'est vrai qu'ils sont... Après, je peux le comprendre. C'est vrai que c'est une ville qui vit autour du foot et qui a vécu des moments incroyables. Quoi. C'est ça. Et des moments difficiles, mais on y reviendra après. Tout à fait. Quelles étaient tes relations avec Bernard Tapie? Alors moi, j'avais des relations... Bernard Tapie, c'était quelqu'un de très fin, qui savait très bien analyser les personnes et qui savait très bien adapter son discours à son interlocuteur. Et avec les joueurs, il était très fort dans son management. Il ne parlait pas de la même façon à Basile, à Bédi Pelé ou à Éric Dimeco. Et je pense qu'il avait compris à travers moi que sa façon de, entre guillemets, de mentir, de raconter des histoires pour booster les mecs, j'avais compris tout ça et ça me faisait sourire. Donc, des fois, il me regardait, je souriais un peu et j'aimais bien. Donc, moi, j'avais un rapport... à moi, il ne me racontait pas de conneries, quoi. Entre guillemets, quoi. Il ne te la faisait pas à l'envers, quoi. Ouais, donc j'étais très serein vis-à-vis de ça et je pense que lui, il avait compris ça et donc on avait une relation, en fait, plutôt franche et sans détour.
Ce qui n'était pas évident à avoir avec un monsieur comme ça qui était quand même charismatique, un personnage et capable de vous faire croire des choses incroyables, quoi. Et ça c'était une grande force quand même. Et je pense qu'il a beaucoup aidé à la fois le club, l'équipe et les joueurs à franchir un cap. Et même, je pense, le football français en général. Il a décomplexé un petit peu tout le monde. Exactement. Avec cette persuasion. Et même lorsqu'il a eu tous ces problèmes-là et qu'on se retrouve en deuxième division, un des premiers matchs où il est arrivé, on a l'impression qu'il était encore plus regonflé qu'à l'époque où on était en Coupe d'Europe, quoi. Il dit non mais les gars, mes problèmes, on s'en fout. On est là pour gagner des matchs. Olympiakos, mais c'est quoi ce club? Nous, on vient là pour gagner la Coupe d'Europe. Enfin, un truc. Le mec était comme ça, quoi. Et là, on se dit, mais mentalement, ce gars, il est incroyable, quoi. Bah, c'est sa force, c'est justement de savoir s'adapter aussi à chaque personne. Des talents d'acteur, mais ça, tu l'as décrit comme tel, on le sait. Il s'adapte à la personne et il arrive à tirer le maximum de chaque individu. Non, c'est ça. Et c'est vrai que pour ça, on peut que le respecter. Et je pense qu'on a la capacité de s'inspirer de ces valeurs-là qui vous poussent à aller plus loin. Après, bon, tout le monde ne cherche pas à aller plus loin peut-être, mais je pense que dans le sport et le sport de haut niveau, on en a besoin, quoi. Et une anecdote, si je te dis aller les Verts, ça te rappelle quelque chose? Ah ouais, c'est excellent ça. Ouais, parce que je pense qu'il y a peu de personnes qui la connaissent, l'anecdote. Et ce serait pas mal que tu nous la racontes. Ah, c'est énorme, parce que c'est vrai qu'à l'époque, dans l'équipe, on avait quand même des clowns. Et dans le vestiaire, il y avait une ambiance. Même des fois, Bernard Tapie, il nous racontait des blagues avant le match, des conneries. Et c'est vrai qu'une année, je ne situe plus exactement l'année, mais on se retrouve à Geoffroy Guichard pour jouer le match. Et donc ça chauffait le stade bien comme il faut. Et à un moment donné, il passe la chanson Allez les Verts, que tout le monde chantait en France en 1975, à l'époque. Ouais. Mais ils avaient mis les haut-parleurs très forts, quoi. Et Basile, qui faisait toujours le camp, il a commencé à chanter la chanson dans le vestiaire. Et puis il y en a eu 1, 2, 3, et puis à un moment donné, il y avait 3/4 de l'équipe qui chantait la chanson Allez les Verts, qui c'est les plus forts. Et moi, je suis face à la porte, et il y a un dirigeant de Saint-Étienne qui arrive pour, je sais pas, nous donner de l'eau ou la feuille de match, je ne me rappelle plus. Il tape à la porte, je pense que ça ne répond pas, il ouvre comme ça. Et le gars, il voit toute l'équipe. Il voit toute l'équipe de Marseille qui chante Allez les Verts. Et le gars, il a refermé la porte, il est reparti. Il a dû halluciner, c'est clair. C'était exceptionnel. D'ailleurs. Fabuleux. Ton après-carrière, oui. Tu restes au club parce que tu intègres donc l'encadrement du club, de l'Olympique de Marseille. D'abord dans la communication. Oui, parce qu'en fait, moi, tout au long de ma carrière, j'ai continué à avoir des activités en dehors du football. J'ai fait pas mal de choses, j'ai organisé des stages pour les petits. Et j'avais aussi créé à l'époque une société qui faisait des formations pour les joueurs de foot au métier de la communication. Donc, j'ai fait ça pendant plusieurs années avec un ami. Donc la communication, ça me plaisait parce que je pense que c'était quelque chose qui était aussi adapté aux joueurs. Même si le média training est venu peut-être un petit peu après, mais c'est vrai qu'ils étaient confrontés régulièrement à la presse, régulièrement à des échanges avec les médias. Et puis bon, il y avait aussi avoir une image, avoir un comportement. Aujourd'hui, on voit l'importance que ça a, mais avec l'apparition des à l'époque, réseaux, ça a commencé un petit peu, quoi. Et donc, lorsque j'ai arrêté ma carrière, en fait, c'est Jean-Michel Roussier, le président. Robert Louis Dreyfus venait juste de racheter le club. Et c'est vrai qu'en discutant avec le président, il m'avait exposé plein de domaines de développement du club en termes de commercial, marketing, communication. Voilà, il voulait développer le club comme une vraie entreprise. Et à ce moment-là, il n'y a pas de place pour moi dans le sportif. Donc moi, ça m'avait beaucoup intéressé. C'était juste avant la Coupe du Monde, qu'il y avait pas mal de choses intéressantes à faire. Donc c'est pour ça que je suis allé travailler dans ce département. Il s'est trouvé aussi que c'était le démarrage de OMTV. Donc ils m'ont demandé de venir un petit peu pour faire l'interlocuteur. À l'époque, ils faisaient des castings pour les journalistes, les présentateurs. Oui, tout à fait. Avec Christophe Champy, notamment avec Christophe, qu'on embrasse, les journalistes. Et puis à la fin des castings, ils m'ont dit non, mais toi, il faut que tu restes. Donc après, je faisais le consultant pendant au moins une année et demie. Après, effectivement, j'ai créé l'OM Star Club. Donc j'avais pas mal d'activités très intéressantes dans le développement du club. Et puis après, j'ai rebasculé dans le sportif. Donc, à l'époque où Alain Perrin est arrivé, en fait, comme entraîneur.
Et lui m'a dit, il n'y a pas de cellule de recrutement, il faudrait créer une cellule de recrutement, si tu peux t'en charger. Donc voilà en fait comment a démarré l'histoire. Et comment t'expliques justement, parce que c'est fou d'entendre ça. Enfin, nous, c'est vrai qu'en tant que suiveur, en tant que supporter, on se dit une cellule de recrutement, il y en a toujours eu une à Marseille. Et en fait, il faut revenir à Alain Perrin pour que d'un coup on se réveille en disant il n'y a pas de cellule de recrutement. Oui, c'est ça. Et en fait, pourquoi? Parce qu'Alain Perrin, lui, il arrivait de Troyes, où il était manager général, et il avait senti un besoin pour son club d'avoir quelqu'un qui allait se faire des repérages, du scouting. Parce que lui, Alain Perrin, lorsqu'il était à Troyes, il allait voir, il jouait le samedi avec son équipe, le dimanche il prenait un avion. Il faisait tous les matchs. Ouais. Il allait voir des matchs. C'était un passionné de football, Alain Perrin, pour ça, oui. Ah oui, non, mais c'était dingue, quoi. Mais bon, arrivé à Marseille, c'était impossible de faire ça, même si il l'a fait quand même. Oui. Parce que des fois, je lui disais, il y a ce joueur qui est intéressant. Des fois, il prenait l'avion, il allait voir le match, il allait voir le joueur. Donc voilà, c'est vrai que la cellule de recrutement, après, c'était pas spécifique à Marseille, ce retard. D'accord. Dans les structures d'organisation, de recrutement, il y avait plein d'autres clubs qui n'étaient pas structurés non plus, comparativement aux Anglais qui étaient largement en avance sur nous, les Italiens dans ce domaine-là, quoi. D'accord. À l'arrivée de McCourt, tu quittes le club. On aimerait savoir à peu près pourquoi. Est-ce que c'est un lien avec son arrivée, avec la nouvelle équipe mise en place? En fait, moi, je suis resté quasiment une saison avec eux. En fait, c'est simple. C'est lorsque McCourt arrive, Jacques-Henri Hérault nomme Rudy Garcia et Zubizarreta. Je pense qu'à partir du moment où il nomme Zubizarreta, il fait confiance à ce monsieur. Et dès le début, il sait qu'il ne veut pas travailler avec moi parce qu'il a Albert Valentin qui doit arriver. Ouais. Qui doit arriver. Et je pense en fait, pendant un certain temps, il se sert surtout de moi pour créer un peu des réseaux. Parce que Andoni, il est gentil et tout ça, mais en fait, il ne connaissait rien au niveau des joueurs. En France, je parle surtout en France, au niveau des agents, c'était compliqué pour lui. Donc, moi, j'ai été dans son bureau quasiment tous les jours pendant 6 mois. Pour le former, entre guillemets. Pour l'aider à... D'ailleurs, le premier mercato, la plupart des joueurs, j'ai travaillé avec lui pour lui faire les rendez-vous avec les agents et tout ça. Mais bon, c'est normal, c'était mon job, quoi. T'assurer la transition, quoi. Mais bon, après, lui m'a dit, ouais, mais ta façon de travailler, c'est pas la mienne. Il n'y a pas de problème. Moi, ça se respecte, mais... Ouais. Non, mais le seul truc que j'aurais souhaité, c'est qu'il soit honnête avec moi au début. Après, c'est... Après, ça, parce qu'en plus, c'est même pas lui qui me l'a dit. C'est même pas lui qui me l'a dit, c'est le président qui me l'a dit. Ouais. Donc, mais bon, peu importe. Et sur ta période en responsabilité, c'est vrai qu'il y a énormément de supporters qui regrettaient, qui parlaient même presque d'inactivité de la cellule de recrutement ou de manque d'activité de la cellule de recrutement. Qu'est-ce qui se passait par certaines périodes pour que justement on ne voit pas ce travail-là qui était indiscutable. Je veux dire, on se doute bien que vous bossiez énormément pour proposer des joueurs, pour aller les voir, comme tu disais, à travers la France, etc. Mais au niveau, finalement, de l'apport à l'effectif professionnel, on n'en voyait pas beaucoup de résultats. Et ce qui créait un peu cette défiance, il faut le dire, auprès de cette cellule. Qu'est-ce qui expliquait cette situation, selon toi? C'est simple. D'abord, c'est un contexte club et un contexte national. Parce qu'on parle de Marseille, mais moi, j'ai des collègues qui travaillent dans les autres clubs. Ils ont les mêmes soucis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la plupart des clubs français, le décisionnaire et la personne qui définit la stratégie, elle écoute 50 personnes. Elle paye une cellule de recrutement, mais malheureusement, souvent ils viennent taper à la porte lorsqu'ils n'ont plus d'autres solutions. Souvent, ils ont des relationnels avec des agents, avec des copains, avec des copains qui sont présidents dans d'autres clubs. Donc, ils vont choisir des joueurs ou des relations, même des fois sans nous consulter. Parce que des fois, on voyait arriver des joueurs, on ne nous avait même pas demandé notre avis. Et ça, à toute période. C'est-à-dire que suivant les interlocuteurs, suivant les gens, c'était compliqué. Et là, j'en parle encore plus facilement qu'aujourd'hui, je travaille pour un club en Allemagne, Francfort, où justement la façon de travailler est complètement différente. Je vais te donner un exemple très simple.
Là, les premiers 6 mois où je travaille avec eux, donc j'explique un peu à l'environnement du foot en France que moi, mon secteur, c'est la France pour Francfort. Donc je parle avec des agents en disant si vous avez des jeunes joueurs intéressants, vous m'appelez et tout ça. Et un jour, j'ai un agent français qui m'appelle et il me dit ouais, il paraît que Francfort est intéressé par mon joueur et tout ça. Et je lui dis je n'ai pas entendu parler, mais je vais me renseigner. Et donc moi, je prends contact avec mon responsable à Francfort. Je lui dis il paraît que vous êtes intéressé. Et là, il m'appelle, il me dit mais Jean-Philippe, si un jour on prend un joueur en France, c'est que tu nous l'auras recommandé, ou tout au moins que tu nous l'auras validé. On ne signera jamais un joueur qui joue en France sans que tu nous l'aies validé. Et là, je me suis dit, putain, mais je suis con. Et oui, c'est vrai, ça marche. Carré. Et en fait, ça doit marcher comme ça. C'est là ça où que ça j'ai doit fait être. marche arrière en disant, mais c'est comme ça qu'il faut travailler. Tout à fait. Et c'est comme ça qu'on ne travaille pas en France. C'est pas plus compliqué que ça. Ou alors, effectivement, on dit, fais pas confiance à la cellule de recrutement, ils sont pas compétents, ou j'ai pas envie de travailler, je préfère travailler avec des agents, mais comme ils font Nantes. Oui. Nantes, ils avaient une cellule de recrutement, mais bon, les gens, ils travaillaient pour rien. Donc maintenant, ils travaillent avec un agent, 2 agents, et ils font leur réseau. C'est un choix, mais Voilà. au moins un choix clair, parce que c'est vrai que cette nébuleuse un petit peu qui a pesé sur l'Olympique de Marseille à travers un peu toutes les périodes, c'est-à-dire il y a pas, on se disait, mais il y a une cellule de recrutement, on ne doute pas qu'elle bosse, mais en fait elle est finalement jamais consultée, ça c'est un peu le sentiment qu'on avait. Il y a très peu de joueurs qui sont issus de cette détection-là, donc qu'est-ce qui se passe dans mais ce je vais te club-là, donner un quoi. exemple. Julien Fournier, à l'époque, quand il était à l'OM, il travaillait, je ne sais pas si c'est Papa Diouf qui était président, je ne sais plus qui Diouf, à cette époque. Arrive un mercato d'hiver. Oui, c'était Guéret, le coach, je crois. Il dit j'ai besoin d'un attaquant. Voilà, j'ai pas assez de poids devant, j'ai besoin d'un attaquant et tout ça. Et donc on nous demande. Et nous, à ce moment-là, on leur propose Brandao. Alors Brandao, ils commencent à regarder les vidéos et tout ça. Finalement, ils font signer Brandao. Et quelques années après, Julien Fournier, en discutant avec lui, il me dit « Mais moi, lorsque j'étais à l'OM, je vous prenais pour des touristes ou des gens qui ne travaillaient pas. Et en fait, le fait d'avoir un jour travaillé sur ce dossier avec vous, où nous, on a argumenté en disant « Ouais, Brandao, c'est un Brésilien. Mais attention, c'est pas Ronaldinho, c'est pas si. Mais par contre, dans notre équipe, on estime que c'est un garçon qui est volontaire, c'est un garçon qui va faire du pressing, il va aussi marquer des buts. Et dans l'équipe aujourd'hui, on pense, parce que nous, à la cellule de recrutement, il y avait Michel Foss, il y avait François Brisson, on a tous été coachs à un moment donné. Donc on a aussi un œil par rapport à notre équipe en disant, là, il y a peut-être un petit manque à ce niveau-là. Et c'est pour ça qu'on a proposé ce joueur, parce qu'on s'est dit, c'est peut-être pas le super joueur qu'on peut attendre à Marseille, mais je pense qu'il tactiquement, il y a du sens. Ouais. Il peut apporter en complémentarité dans l'effectif par rapport aux souhaits d'Éric Guéret. Et Julien Fournier a dit, ah ouais, mais là, j'ai compris en fait à quoi pouvait servir une cellule de recrutement dans un club. Et d'ailleurs, lui, lorsqu'il est arrivé à Nice, il a structuré sa cellule de recrutement de façon incroyable. Et aujourd'hui, il travaille avec elle, il s'appuie sur les gens et tout ça. Alors qu'avant, nous, on était... Mais c'est fou que finalement, tu es en train de décrire que le sentiment même des décideurs de l'époque, c'était un peu la même sensation que les supporters vus de l'extérieur, c'est-à-dire, en fait, ils sont payés à rien faire, alors qu'en fait, vous bossiez, mais qu'il n'y avait pas l'écoute ni la consultation nécessaire pour... Des fois, elle y était, mais des fois, elle n'y était plus. D'accord. On ne savait pas pourquoi. Alors, des fois, l'interlocuteur changeait. Des fois, ceci. Mais bon. Mais, par exemple, je vais te donner un exemple. Andoni, lorsqu'il est arrivé, le premier joueur... Parce que dans Andoni, lui, il disait, moi, je m'appuie sur vous, vous connaissez, vous savez. Moi, la France, je ne connais pas. Voilà, Rudy Garcia, il m'a parlé d'un joueur. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce premier joueur, c'est Grégory Sertic. Donc, on est en novembre, je ne sais plus quelle année. Et d'abord, il me demande à moi, je suis responsable. Donc, je lui dis, écoute, Sertic, c'est un bon joueur de première division, mais dans le OM Champions Project là, voilà, pour moi, il n'a pas sa place, parce qu'il ne va pas apporter un plus à l'effectif, ceci. Ok. Puis, je sais pas, un mois après, il revient et il demande aux autres aussi. Bon, chacun donne son avis en disant, pour nous, c'est pas un joueur pour l'OM, quoi. Et en janvier, le garçon, il signe. Et je lui dis, Andoni, mais... C'est dingue. En fait, c'est le coach qui décide ou c'est toi C'est dingue.
T'as eu la réponse. Voilà, ça ne pourra pas marcher comme ça, je vais dire. Et ça n'a pas marché. C'est pour ça qu'après, on parlait tout à l'heure en aparté de Strootman, mais c'est pareil, c'est une aberration dans le recrutement de prendre un joueur comme Strootman qui sportivement, bon, je ne parle pas financièrement, je parle uniquement sportivement. On vend Zambo Anguissa, qui est un complément idéal avec Luis Gustavo au milieu. Là. Ils font une doublette parfaite. D'ailleurs. Et en fait, on remplace Zambo par un joueur qui est le même que Gustavo, qui est entre guillemets le meilleur joueur de l'équipe à l'époque. Et qu'est-ce qu'on fait? En fait, Gustavo, il plonge, et on le met derrière, on met arrière gauche, on met tout ça pour faire jouer Strootman. Et en fait, c'est une catastrophe. Juste sur un choix de joueur, en fait, l'équipe, à un moment donné... Mais ça, c'est terrible. C'est un manque d'analyse et de recul qui fait que je pense que les cellules de recrutement structurées ou les responsables sportifs ne devraient pas faire dans un club comme Marseille, quoi. Alors, tu as eu l'occasion de regretter pendant cette période un peu ce que tu décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire la place qu'avaient les entourages des gens qui décidaient, c'est-à-dire des entraîneurs, des agents, qui sont aussi des chemins privilégiés par rapport à... Et c'est ce que tu décris, en fait, c'est ce qui s'est passé à ce moment-là. C'est-à-dire que peut-être que l'entraîneur a squeezé, le directeur sportif squeezé la cellule pour se diriger vers plutôt des agents avec qui il avait l'habitude de travailler. C'est le cas pour Sertic, c'est peut-être le cas pour Strootman. Enfin, c'est un peu ce qui se passe dans la plupart des clubs, parce que c'est pas propre à l'OM. Mais... Je sais pas, moi j'ai un œil et un regard sur le sportif, quoi. Sur l'équipe, sur la complémentarité de l'effectif. Et ça, c'est des trucs qui me choquent, quoi. Après, je peux comprendre qu'à un moment donné, on ait plus confiance en des gens, mais il doit quand même y avoir des garde-fous dans un club. Et peut-être l'avantage aujourd'hui qu'a l'OM d'avoir Longoria à sa tête, même s'il a sûrement des manques par rapport à son parcours. Mais je pense qu'il il aura ce raisonnement sportif de construction d'effectifs, de complémentarité. Ça ne veut pas dire qu'il fera que des bons choix, mais je pense qu'il y aura au moins ce sentiment d'analyse qui sera fait, qui ne pouvait pas être fait par Hérault parce qu'il n'était pas du sportif. Il n'est pas du métier, et qui n'était pas contrebalancé par Andoni parce que... Il était squeezé. C'est Rudy qui faisait tous les choix. Donc voilà, à un moment donné, dans les clubs, il faut qu'il y ait des contrepoids et surtout que le club soit plus fort que... Si on donne trop de responsabilités au coach, à un moment donné, on est mort. On est mort. Alors justement, qu'est-ce que tu penses de la nouvelle phase, enfin la phase actuelle du projet olympien, de par le fait qu'il y ait un nouveau président, nouvel entraîneur, justement le président qui est très dans le sportif, qui est dans le recrutement. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que tu aurais aimé être dans cette période de l'OM là, dans le domaine du recrutement? C'est difficile à dire, parce que moi je ne suis pas en interne, je ne sais pas comment ça se passe exactement. Le seul truc que je peux dire, c'est que j'ai l'impression qu'on retrouve un peu la situation lorsque Pape est arrivé, où Pape était très sportif, toute la partie commerciale, la partie financière, c'était moins son truc. Lui, c'était 95% de son temps. C'était parce qu'il était agent de joueur, qu'il était proche des joueurs. Donc c'est un peu ce que je ressens. Après, aujourd'hui, c'est compliqué pour moi de dire est-ce que c'est bien, pas bien, ce qui est fait. Après, moi, je viendrai au stade voir des matchs. Je verrai un peu l'équipe, comment ça avait pas trop mal fonctionné, d'ailleurs, avec Pape, du coup, de cette responsabilité, justement, de président, de directeur sportif, appelons-le comme on veut, c'est-à-dire la double casquette. Après, encore faut-il s'entourer, comme à l'époque, de très bons gestionnaires, comme tu le dis, pour l'administratif et pour le reste. Mais pour le coup, cette époque-là, ça n'avait pas trop mal fonctionné. Oui, parce que je pense que l'avantage qu'avait Pape, c'est que lui, il raisonnait sportif, équipe. Vincent Labrune, qui a été président, il raisonnait un peu foot, mais beaucoup business. Combien je vais pouvoir, si j'achète lui, combien je vais pouvoir le vendre. Il y avait une structuration d'esprit qui était complètement différente. Avec Pape, on était focalisé sur le foot. Je pense qu'avec Pablo Longoria, on est focalisé sur le foot. Donc ça, pour moi, c'est un point très positif. Je ne veux pas valoriser le football allemand, mais par exemple, aujourd'hui, moi, je vois dans un club comme Francfort, le manager général, qui est en fait le patron, parce que le président, il a plus un rôle honorifique de contrôle, de gestion. Mais après, en opérationnel, le manager général, c'est des anciens joueurs. Et c'est des gens donc c'est eux qui négocient les contrats, c'est eux qui construisent les équipes. Donc ils ont cette sensibilité-là par rapport à la situation. Ils ont la psychologie aussi
d'accepter des défaites, d'accepter aussi des victoires, parce que psychologiquement, il faut garder quand même une ligne de conduite, parce que la problématique souvent avec les gens qui arrivent de l'extérieur, c'est que suivant les résultats, ils ont, même s'ils mettent une stratégie au départ, ils vont remettre en cause des choses qu'ils ont mis au départ parce qu'on a perdu 2 matchs, parce qu'on a perdu 3 matchs, ou parce qu'on a gagné 2 matchs, ou parce qu'on a gagné 3 matchs. Ils sont plus dans... Alors qu'un ancien joueur, lui, il a connu la défaite, il a connu la victoire. Donc, psychologiquement, il va absorber tout ça beaucoup plus facilement et il va garder, entre guillemets, la tête froide. Ce qui est compliqué dans le football et encore plus à Marseille. Alors, comment se passe ta nouvelle vie, ta vie d'aujourd'hui? On sait que donc, tu es conseiller en recrutement à Francfort. Donc, comment ça se passe aujourd'hui? Est-ce que tu es que dans le foot? Oui, je suis que dans d'autres choses? Non, je suis que dans le foot. Donc, en fait, moi, je suis leur responsable et leur référent sur la France. C'est un football qu'ils apprécient beaucoup. De plus en plus, ils regardent en France, notamment chez les jeunes. Donc, moi, je suis là pour leur conseiller des joueurs, principalement pour l'équipe professionnelle. Mais le club est en train d'évoluer, il commence à regarder encore un peu plus jeune, même si moi, au départ, je ne suis pas complètement favorable. Mais bon, je travaille pour eux, j'ai ma liberté d'organisation dans mon travail et c'est très confortable. Après, je suis content parce que je travaille avec des gens qui ont une reconnaissance du travail et surtout une qualité dans la relation qui fait que je suis très bien psychologiquement. Et par rapport à la discussion qu'on a eue tout à l'heure, je suis très à l'aise. Et surtout, j'ai l'impression de travailler, d'être efficace dans mon travail. En accord avec la direction sportive, on va dire. Exactement. Tu recrutes dans toute la France? Oui. D'accord. Le vivier, il est plus dans le nord ou dans le sud? Il est partout, J'entends beaucoup Paris aussi quand même, au niveau de Paris, des c'est un réservoir incroyable. Après, moi, ce qui me plaît aussi dans ce job, c'est que lorsque je recommande un joueur, je recommande aussi un environnement, un état d'esprit, un caractère. C'est pas seulement la qualité sportive du joueur. Physique, ouais. Donc ça me permet, je rencontre les agents, des fois je rencontre les joueurs, je regarde un peu comment ça vit. Parce que l'Allemagne, c'est un beau championnat, c'est des conditions de travail exceptionnelles, mais par contre c'est une exigence dans le travail qui est supérieure à ce qu'on a ici chez nous. Donc ça veut dire que si le joueur il n'est pas prêt à ça, il sera en difficulté. S'il n'est pas solide mentalement, c'est pas possible. S'il n'est pas solide mentalement, s'il n'est pas travailleur, s'il n'est pas exigeant, il aura des difficultés. C'est pour ça que si les Allemands sont performants... Ils sont déterminés. Voilà. Donc ça aussi, ça me plaît dans le travail parce qu'il y a une forme de recherche. Morale. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression que je tape sur Andoni tout le temps, mais à un moment donné, quand j'ai su que je partais, je suis allé le voir, je lui ai dit, mais tu me reproches quoi dans mon travail en fait? Il me dit, mais en fait, t'as pas parlé avec les agents, t'as pas parlé avec les joueurs. Je lui ai dit, mais c'est mon métier, quoi. Je veux dire, moi, tu veux que je te recommande des joueurs, mais si je sais pas comment ils vivent, si je sais pas c'est indispensable. Comment ça se passe. Dans la tête. Il me dit, non, mais c'est à moi de le faire, ça. Bon, Okay. Bon, enfin, c'était... On a compris. Ouais, d'ailleurs, il n'est plus là aujourd'hui. Alors, on va te poser une petite série de questions courtes. Tu peux répondre court. Est-ce que tu es prêt? Oui. Quel est ton trait de caractère principal? Moi, je suis fiable. Super. Ton défaut? Défaut, je suis timide. Oh, c'est pas un défaut. Ton joueur préféré? Mon joueur préféré actuellement? Actuellement ou de l'époque? De l'époque, c'était Cruyff. Grand joueur et grand monsieur. Ouais. Le petit Cruyff, c'est comme ça qu'on avait surnommé Éric Dimeco. Ouais, le petit Cruyff. Le joueur que tu estimes le plus fêtard? Plus fêtard? Je dirais Basile, parce que Basile, il était fêtard dehors, il était fêtard dedans.
Mais c'était un partenaire extraordinaire. Ah oui, sur le terrain. Dans Et en dehors. Non, mais dans un club, c'est... Mhm. c'est Il faudrait un Basile dans chaque club. Ouais, je pense, ouais. Surtout à Marseille. Ton super pote dans le milieu du foot. J'ai pas de... Si, j'ai des bons copains, mais aujourd'hui, je fais du VTT avec Gérald Passy, Ah ben voilà. qui habite dans la région. Voilà. Ton entraîneur avec lequel ça s'est le mieux passé? Alors, l'entraîneur qui m'a le plus marqué, il s'appelle Daniel Jean Dupeux. Je l'ai eu à Toulouse. Pour moi, c'était un entraîneur avant-gardiste et m'a énormément apporté. Suisse, il me semble. Suisse, c'est ça. À l'inverse, celui avec lequel ça s'est le moins bien passé? J'ai jamais eu de problème avec mes entraîneurs. Tant mieux. C'est bien dans une carrière entière, Mm. c'est rare quand même. Mm. Le J'étais don facile, que je suis tu... facile à vivre. Oui, facilité d'adaptation. Mm. Le don que tu aimerais avoir, Chanter. c'est vrai? Ben, il faut t'accorder avec, encore une fois, Eric Jimico, qui lui est musicien. Ouais, Tu peux rentrer dans son groupe. Mm. Ton héros de fiction préféré? De fiction. Alors là, je sais pas du tout. Bon, il y a Spider-Man, Oh, Superman. Ah, je vais dire Harry Potter. Ouais. c'est pas mal, Harry Potter. Ah, mais génial, on nous l'a J'aime jamais bien. sorti. Ouais. Ben, super. Ton héros dans la vie réelle? Moi, j'ai beaucoup de respect pour Mandela, Nelson Mandela. Bravo. Parce que je pense que c'est un personnage hors norme. Ah oui. Et puis quand on voit le film, l'histoire, extraordinaire. Tes passions? Hors foot? Mes passions, Le vélo? ouais, le sport, le ski, j'adore le ski. Non, j'aime la nature, j'aime la montagne. Voilà. Après, je passe beaucoup de temps avec ma famille, donc c'est... C'est une belle passion. Et pour finir, ta devise? Ma devise. Mhm. Hmm. Ça peut être une devise inventée, créée, pas quelque chose qui existe déjà. Hein. Non, moi, je sais pas comment le définir, mais je suis pas dans le passé. Je suis plutôt dans le présent, dans l'avenir. Sans regret. Donc, je suis plein de projets, en fait. Plein de projets. Regardez, tournez vers l'avenir, sans Ouais. remords ni regrets. Exactement. Magnifique. Eh ben, écoute, merci beaucoup Jean-Philippe en tous les cas pour cette heure passée avec nous. C'était Merci super beaucoup. sympa. Merci pour ta Merci à vous. sincérité, ton authenticité. Et puis sans langue de bois, en plus, tu as pu parler de ton parcours à l'OM. En tous les cas, belle carrière. Bon, j'avais d'autres choses à dire. Hein, mais... Oh, mais j'en doute pas. J'en doute Ah pas. ouais. Non, je- N'hésite On pas. refera hein, un peut tour dans re-signer. un an. Dans un an, on refait un tour des invités. N'hésite pas. En tous les cas, merci beaucoup. Et puis, j'espère que vous avez apprécié aussi cette heure passée en compagnie de Jean-Philippe. On se retrouve très très vite, évidemment, sur lephocéen.fr. Merci beaucoup Marjorie. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. Jean-Philippe. Au revoir. Merci. Au revoir.